Mesdames et messieurs, je vais demander à Jacques Attali de bien vouloir nous rejoindre et nous parler d'optimisme. Bonsoir. Vous voulez le pupitre? Je vous remercie de votre accueil. En effet, c'est un plaisir de revenir ici, parce que j'étais ici il n'y a pas très longtemps et j'ai parlé devant le même groupe. Et je suis heureux de vous retrouver. C'est aussi un plaisir de parler de ce sujet, surtout après ce que vous venez de dire. À la fois parce que trop souvent, on m'accuse de pessimisme. Et les citations que vous avez faites tiennent à ce que trop souvent, quand dans un journal, un interview est fait, la phrase qui vient en titre, c'est la phrase négative. Il n'y a pas les bonnes nouvelles, vous le savez mieux que personne dans les différents métiers que vous faites, les bonnes nouvelles n'intéressent personne, mais quand il y a une phrase catastrophiste dans un exposé, elle est mise en exergue. C'est vrai aussi que pour ma part, j'ai toujours beaucoup eu je vais longuement parler de ce sujet, mais j'ai eu toujours beaucoup de réticence avec le mot optimisme. Et donc ça m'a intéressé d'en débattre. Beaucoup de réserves sur ce mot, même si je comprends extrêmement bien son importance. Si tout le monde se met à être pessimiste, personne ne va acheter, et donc il y a un cercle vicieux qui va s'entraîner, et l'économie court à la catastrophe. C'est ce qu'on appelle self-fulfilling prophecy. C'est évidemment tragique. Mais en même temps, l'optimisme en tant que tel est quelque chose qui m'a toujours gêné parce que, pour deux raisons. La première, c'est que être optimiste ou pessimiste sont des attitudes de spectateur. Si je soutiens une équipe de foot, je suis optimiste pour l'équipe de foot ou je suis pessimiste pour l'équipe de foot parce que je pense qu'elle va gagner ou qu'elle va perdre. Mais si je suis joueur de l'équipe de foot, je suis ni optimiste ni pessimiste. J'essaie de gagner. Et pour gagner, il ne faut absolument pas être optimiste ou pessimiste. Il faut jouer le mieux possible, il faut connaître ses forces, il faut améliorer ses compétences, il faut connaître les forces de son adversaire, et il faut définir la meilleure stratégie. Ça n'a rien à voir avec l'optimisme ou le pessimisme. C'est la volonté de vaincre. Et au fond, d'une certaine façon, c'est ça qu'il y a derrière la conception que vous avez d'ici de l'optimisme, mais en se gardant de ce que l'optimisme peut être ressenti comme un simple pari sur l'avenir. Et ce pari, si on fait ce pari, on perd à tous les coups. Parce qu'un pari, ça consiste à dire ainsi va avoir lieu l'avenir, et je m'en confie à lui. Un des premiers ministres israéliens, Ben Gurion, disait « Je ne sais pas si je suis optimiste ou pessimiste, la seule chose que je sais, c'est que seuls quelques pessimistes sont sortis vivants des camps de concentration. » Ça veut dire qu'on a intérêt à connaître les dangers. On a intérêt à savoir les menaces. Et si on ne s'y intéresse pas, aucune chance. Ceci étant dit, je crois que vous avez tout à fait raison d'avoir choisi ce thème, parce qu'aujourd'hui, il y a dans la société française un extraordinaire risque d'abandon, de jeter le manche après la cognée, de renoncer à s'en sortir, alors que nous avons, si on regarde par rapport au thème que je viens d'évoquer, c'est-à-dire aux joueurs de l'équipe, nous avons d'immenses atouts, et si on sait jouer notre partie, nous avons les moyens de gagner. Donc je veux bien qu'on appelle ça de l'optimisme. J'appellerais, moi, plutôt ça de la vitalité, du désir de vaincre, de la volonté d'aller au bout de soi-même. Pour partir du général pour aller au particulier, non pas le général Bijard, qui n'est pas de mes amis, mais général en termes de principe, mais je dirais, il faut d'abord partir de quelques principes, et ensuite voir comment on les applique à une nation, à un individu, à une entreprise. Les principes, pour moi, sont d'abord l'importance de bien se connaître soi-même, de savoir qui on est, ce qu'on veut faire de sa vie, ce qu'on veut faire ce qu'on porte en soi ou de ce qu'on a hérité, et de se respecter soi-même. Je crois que le respect de soi est une qualité fondamentale. Si on ne se respecte pas, si on n'attache pas d'importance à soi-même, aucune chance de gagner aucune bataille qui soit, parce que par nature, on l'a déjà perdu, puisqu'on n'y attache pas d'importance. Donc le respect de soi, c'est quelque chose de fondamental. Le respect de soi, ça se manifeste à beaucoup de dimensions. Ça se manifeste pour un individu à la façon dont il va au bout de lui-même, la façon dont il utilise le mieux possible son temps, la façon dont il est digne de lui-même dans son attitude à l'égard des autres, dont il crée les conditions d'être respecté, ne serait-ce que par sa façon de se tenir, sa façon de parler, dans sa politesse, toute une série de règles qui définissent le respect de soi-même comme condition du respect des autres. Dans une entreprise, ça va de la propreté
à l'exigence de qualité, l'exigence d'aller au bout de ce qu'on est. Pour une nation, le respect de soi, c'est d'attacher l'importance à ce qu'on est, de considérer que le mot français n'est pas une injure, que le rêve français ou le projet français, ce n'est pas forcément quelque chose de comique ou ridicule, c'est attacher de l'importance à soi-même. Le deuxième principe que je crois très important, c'est, une fois qu'on a vraiment essayé d'intérioriser ce respect de soi-même, c'est d'avoir un projet. De se dire, bon, ben, je vaux quelque chose, premier principe, mais je le mets au service d'un projet de vie. Et un projet de vie, c'est pas forcément un projet qu'on a hérité, ça peut être comme dans le cas très émouvant qu'on vient de voir et si prometteur d'une entreprise qui est léguée à la génération suivante, un projet hérité, mais ça peut être un projet inventé, construit, un projet de vie. On vit qu'une fois, c'est très rare, c'est très court, ça va très vite. Et il faut vraiment bien choisir le ou les projets de vie qu'on se donne. Et toujours en avoir un. On est mort dès qu'on n'a pas un projet à 20 ans. Et on doit toujours se poser la question où je serai dans 20 ans. Au moins où je serai dans 5 ans. Et toujours se donner ce désir-là. C'est vrai pour un individu, c'est vrai pour une famille, c'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour une commune, c'est vrai pour une nation. Avoir un rêve, un projet et ensuite l'incarner. Le troisième principe qui est très important, si je parlais tout à l'heure d'une équipe de foot, je disais que dans l'équipe de foot, elle doit comprendre les forces des joueurs, mais elle doit comprendre aussi les forces de ses adversaires. Le troisième principe très important, mais vous le vivez comme chef d'entreprise quotidiennement, c'est ce qu'on appelle de façon un peu pédante, mais c'est un mot générique qu'il faut bien utiliser, l'empathie. C'est-à-dire la capacité de se mettre à la place des autres. Et je l'ai entendu dans tous les exposés passionnants qu'on a eu tout à l'heure, de chefs d'entreprise. Vous vivez ça tout le temps, comme M. Jourdain qui faisait de la preuve sans le savoir, vous faites de l'empathie tout le temps. L'empathie, ça consiste à savoir se mettre à la place de ses collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent, non pas comment est-ce que je peux les aider à se réaliser, mais qu'est-ce qu'ils ont comme projet d'eux-mêmes. Je connais mon projet, je sais comment me respecter moi-même, mais comment eux pensent-ils leur propre respect d'eux-mêmes. C'est faire la même chose avec l'égard des clients. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent, qui ils sont. Si j'étais eux, comment je me comporterais? Si j'étais eux, qu'est-ce que je penserais de moi? Si j'étais eux, comment je chercherais à trouver d'autres fournisseurs que moi? Aussi à l'égard de ses concurrents. L'empathie à l'égard de ses concurrents serait important. L'empathie, ça n'a rien à voir avec la sympathie. On peut avoir de l'empathie, on doit avoir de l'empathie pour ses adversaires. C'est même très très important. Pour ses concurrents, qui ne sont pas des adversaires, mais aussi pour ses adversaires. Empathie, ça veut dire se mettre à leur place. Savoir comment ils raisonnent. Se demander comment ils vont construire leur propre scénario et leur propre stratégie. L'empathie peut conduire à la sympathie, puisque quand on comprend quelqu'un, on est mieux en situation de partager quelque chose avec lui, mais l'empathie peut aussi conduire à combattre celui pour qui on a manifesté de l'empathie. Parce qu'on a compris que l'autre est en une situation telle que, compte tenu de ce qu'il est, de ses valeurs morales ou amorales, il ne peut être qu'un adversaire et même pire, un ennemi. Respect de soi, projet, empathie. Quand on a ça, on a déjà beaucoup. Après, il faut s'en donner les moyens. Il faut donner les moyens du projet, les moyens de réaliser tout ce qu'on a. Les moyens, ils sont assez connus. Ils tournent autour de trois dimensions qui ont été d'ailleurs évoquées tout à l'heure. Le premier, c'est être capable de résister à toutes les attaques. De bien être sûr qu'on a les moyens en soi de résister aux attaques. L'optimisme, ça ne consiste pas simplement à attendre béatement en fonçant pour le meilleur, ça consiste aussi à se prémunir de toutes les attaques. Donc la première forme, le premier moyen qu'il faut se donner, c'est de disposer des moyens de résister aux attaques, les connaître. Les moyens de résister aux attaques, c'est ce qu'on appelle aussi de façon un peu pédante, la résilience ou la redondance, disposer des moyens nombreux. Par exemple, il faut être sûr qu'on est bien assuré contre les risques. Une entreprise qui est optimiste est une entreprise qui est bien assurée. Alors pour être bien assuré, il faut être pessimiste. Il faut avoir évoqué tous les risques. Et si vous êtes, ça c'est un assureur qui applaudit. Et si vous êtes seulement optimiste, vous n'êtes pas assuré, vous êtes mort. Donc, première dimension des moyens, être capable d'évaluer tous les risques, de se donner la redondance. La redondance, c'est donc l'assurance, mais c'est aussi le cash. Avoir les moyens de tenir face à une crise. Il y a un journal
français le seul journal français qui a traversé dignement la période de la collaboration. C'est un journal qui a fermé en 1939, qui a payé ses salaires pendant 7 ans et qui a rouvert parce qu'il avait mis de côté de quoi payer les salaires pendant 7 ans. Ça s'appelle le Canard enchaîné. Il a toujours d'ailleurs en caisse, à l'heure où nous parlons, 7 ans de salaire s'il doit refermer. Je ne sais pas si vous avez 7 ans devant vous. Mais ça, c'est une dimension très importante de la capacité à résister, de la redondance. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est la capacité d'innover. Ça a été dit aussi tout à l'heure, ça découle du projet, ça découle de la force vitale, ça découle de tout ce que j'ai dit. Mais la capacité d'innover, c'est absolument fondamental. Et la capacité d'innover, elle vient à la fois parce qu'on s'est mis en tête d'avoir une mécanique d'innovation, mais elle vient presque toujours de la force vitale face à un manque. Si vous prenez les belles histoires d'innovation, c'est toujours quelqu'un qui s'est trouvé dans une situation très difficile. C'est tout à l'heure, j'ai pas de parapluie, je trouve un parapluie, mais fondamentalement, c'est toujours ça. C'est quand on n'a pas, que vient l'innovation. Si vous prenez les grandes nations, elles ont toutes survécu, celles qui ont survécu, parce qu'elles ont manqué de quelque chose et qu'elles ont réagi à ce manque. D'ailleurs, une situation extrêmement ambiguë, puisque le manque conduit à mourir, mais le manque aussi, conduit aussi à réagir. Et quand on a trop, ben on ne réagit pas. Le cas extrême négatif, c'est l'Espagne au XVIe siècle, qui avait tout pour devenir la première puissance du monde, et qui, à partir du moment où elle a trouvé l'or d'Amérique, était morte. Parce que l'or lui a permis de vivre ce qu'on a appelé l'heure espagnole, qui ensuite a été un concept plus général, qu'on a vu ensuite avec les pays pétroliers, etc. Et d'une certaine façon, c'est la faiblesse de la France, notre richesse. Nous sommes tellement riches, nous sommes tellement en situation de pouvoir survivre à tellement de soubresauts divers que innover, est-ce que c'est vraiment utile? Faire des efforts, est-ce que c'est tellement nécessaire? Nous sommes très riches, en effet, nous sommes très riches. Nous avons... un des extraordinaires exemples de ça, c'est que nous avons le deuxième domaine maritime de la planète et notre premier port est 54e port mondial. Alors que des pays qui n'ont pratiquement pas de domaine maritime ont le premier port mondial, le deuxième port mondial, et en particulier les Pays-Bas pour les ports européens ou Singapour pour les ports asiatiques. C'est le manque, la conscience du manque, qui crée la volonté à condition qu'elle s'appuie sur le respect de soi, le projet dont je parlais tout à l'heure. Donc, je dis dans les moyens, la redondance, l'innovation. Et puis le troisième moyen qui est très important, c'est la capacité de renverser la table. C'est-à-dire la capacité, à un moment, de ne pas accepter les règles du jeu comme elles sont et de tout changer. Pour un individu, c'est j'accepte pas mon environnement familial, je m'en vais. J'accepte pas un métier qui m'ennuie, j'en change. Je suis client d'une banque, elle me casse les pieds, je m'en vais. Je produis tel produit, ça ne va pas, ça m'intéresse plus, le marché est mort, je vais pas insister, je change totalement. Et on a vu que les grandes entreprises, vraiment les grandes belles histoires d'entreprise, sont celles qui ont été capables, par la vision de son créateur, de changer totalement de métier. Soit de changer de métier par un continuum avec le métier existant, soit de changer de métier en rupture totale. Donc la capacité à s'arracher à soi-même. C'est le joueur qui change d'équipe. C'est la capacité à s'arracher à soi-même en maintenant l'essentiel qui est le respect de soi, dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà un petit peu l'articulation essentielle. Respect de soi, projet, empathie, et les moyens, innover, redondance, arrachement à soi-même. Si on est capable de mettre en œuvre toutes ces conditions, l'optimisme, c'est en quelque sorte la force vitale qui porte tout ça. Mais qui, d'une certaine façon, peut s'exprimer aussi autrement. Par exemple, tous les principes que je viens de définir, je pourrais les dire tout autrement, autour de 3 autres mots, qui sont toujours considérés comme négatifs. Premier mot, mégalomaniaque. Il faut être mégalomane. Parce que mégalomane, ça veut dire avoir des projets. Bien sûr, il ne faut pas être mégalomane jusqu'à l'extrême. Il faut être mégalomane, c'est avoir un projet. Deuxième mot, il faut être paranoïaque. Parce que c'est la meilleure façon, c'est lié à l'empathie, c'est la meilleure façon de connaître ses ennemis. Il faut craindre. La paranoïa est une qualité majeure. Évidemment, dans certaines limites. Et troisième qualité majeure, qui exprime autrement tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, il faut être hypocondriaque. Au sens où il faut connaître ses ennemis de l'intérieur. C'est-à-dire ceux qui, en soi, peut être un ennemi à soi-même. La paresse, ou l'excès de travail, ou
J'ai entendu d'autres expressions particulières, mais que je ne considère pas pour ma part comme une maladie particulière. Mais enfin bon. Il faut avoir une conscience de ses propres faiblesses. Et si on est capable de faire un bon équilibre avec ces choses, alors l'optimisme devient en quelque sorte l'énergie vitale qui est derrière ça. Si on inscrit ça dans le contexte de la France d'aujourd'hui, dont Michel parlera très, très, très bien tout à l'heure, j'en suis sûr, parce que je sais la force et la qualité de son travail, je voudrais dire deux choses qui me frappent quand je la regarde, à la fois comme observateur et comme acteur. Comme acteur, je suis par l'ONG que je préside, qui est Planète Finance, qui est maintenant une grande organisation qui travaille dans 80 pays, où nous aidons, cette année, nous avons aidé 12 millions de petits entrepreneurs à travers le monde à créer, à développer leurs entreprises. 12 millions de gens comme vous. Évidemment, beaucoup plus petits pour la plupart d'entre eux, mais 12 millions quand même, à qui nous avons fourni des conseils, de l'assistance technique, du financement, du capital, etc. Formidable source d'enthousiasme et d'optimisme. Et en France aussi, parce que dans nos quartiers, dans les expériences que vous avez montrées, il y a une volonté de créer, une capacité de créer, une force d'innovation extraordinaire. Et donc, quand on regarde le monde, d'un point de vue global, dans la façon dont il bouge, on ne peut pas ne pas être optimiste. On ne peut pas ne pas dire il y a un potentiel, il y a un terrain possible pour gagner ce match qui est formidable. Si je prends même des chiffres qui donnent des raisons d'être optimiste, au sens où je viens de le définir, la croissance, c'est quoi? La croissance, c'est une population qui travaille et achète, c'est du capital, c'est du progrès technique et c'est un esprit d'initiative. C'est ça qui fait la croissance au sens de la théorie économique. La population, elle est là, 7 milliards qui vont devenir 9, population de plus en plus urbaine, une population qui croît de façon fantastique dans des régions qui, pour la France, sont très importantes. Je pense en particulier au fait que la population de l'Afrique va doubler dans les 40 prochaines années. Il y a un fantastique potentiel. Nous sommes la seule langue dans le monde dont le nombre de locuteurs va être multiplié par 3 en 30 ans. Ce qui, pour ceux qui ont à vendre des choses dans lesquelles compte la langue, je pense en particulier aux services, ou à l'économie intégrée des services et de l'industrie, qui est une grande industrie d'avenir, sont fondamentales, déterminants. Donc, la population, elle est là. Et en particulier en France, où, au regard de ce qui se passe, ce qui se joue à l'échelle du monde, comme vous savez, nous avons un bon équilibre. Nous n'avons pas une surpopulation avec une croissance excessive, mais nous avons deux enfants, un peu plus que 2 enfants par femme. Et la France voit sa population augmenter au point que, comme chacun sait, dans 30 ans, il y aura plus de Turcs que de Russes, mais aussi plus de Français que d'Allemands, si les perspectives continuent. Donc, potentiel de ce point de vue très fort. Deuxième facteur de croissance, le capital. Bon, je dirai un mot de la crise financière tout à l'heure, parce qu'elle est évidemment déterminante pour savoir comment tout ça s'inscrit dans un paysage global, mais jamais nous n'avons eu autant de capital disponible. Le PIB de la planète, la propre production de la planète, c'est à peu près 60 trillions d'euros, 60 000 milliards. Le patrimoine de la planète, c'est à peu près 250 trillions, avec peu de guerre. Bien sûr, il y a de la violence, mais il y a peu de guerre au sens où il n'y a pas de guerre, au sens où on a eu une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale, il n'y a rien de tel. Donc le capital s'accumule sans destruction massive, avec un taux d'épargne très élevé, qui fait qu'on ajoute en épargne sur la planète 10 trillions d'euros chaque année. C'est énorme. Bon, bien sûr, mis à part les banquiers ici présents, beaucoup de banquiers ont fait beaucoup de bêtises dans l'utilisation de ces 10 trillions. Mais en gros, cet argent est là. Et cet argent s'accumule. Et a servi et servira à de l'investissement. Troisième facteur, le progrès technique, comme jamais. Vous en avez donné des exemples. Mais on le voit partout à travers le monde, les vagues de progrès technique, des technologies de l'information qui sont à l'aube, le balbutiement. Internet, c'est le balbutiement de ce qu'on va voir avec les réseaux, fondamentalement les réseaux, du cloud computing, web processing, le 3D, tout ça. Ça va bouleverser les technologies de production. Les biotechnologies qui ont déjà bouleversé l'élevage dans cette région et l'agriculture et puis la santé, les nanotechnologies qui vont bouleverser le textile dont on parlait tout à l'heure, mais aussi malheureusement l'armement, mais aussi beaucoup d'autres domaines, les neurosciences qui vont bouleverser beaucoup de choses, les technologies de l'énergie, en particulier tout ce qui vient dans les nouvelles vagues, nouvelles formes de nucléaire ou d'énergie renouvelable. Tout ça donne le sentiment, je crois, que nous sommes à la veille
d'une période de progrès technique comme on l'a jamais connu dans l'histoire humaine. Hein. La révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle, c'est le passage de 0,5 point de croissance à 1 point de croissance par an. Ici, on est en moyenne mondiale, un potentiel de 6. On est aujourd'hui à 4, parce qu'il y a une crise en Occident, mais une formidable. Et puis, dernière dimension positive de cet environnement, c'est la liberté de créer. Le fait que l'esprit d'entreprise est de plus en plus vaste, je citais ce que nous faisons, mais vous le voyez partout, et la démocratie qui gagne du terrain. Donc le couple marché-démocratie crée un formidable potentiel de développement. Donc nous avons aujourd'hui à l'échelle de la planète, comme jamais, et si on regarde ces principes à l'échelle française, population, je l'ai dit, épargne, nous sommes un pays très riche, notre PIB est de l'ordre de 2 trillions à peu près, notre fortune française est à peu près 6 fois le PIB, difficile à estimer, mais c'est à peu près entre 6 et 7 fois le PIB, ce qui est considérable. C'est donc gigantesque. Le seul pays au monde qui, en termes de pourcentage du PIB, a une fortune plus élevée que la France, c'est l'Italie. Ils sont à 8, nous sommes presque à 7. Donc nous sommes un pays extrêmement riche. C'est d'ailleurs une de nos faiblesses aussi par rapport à la conscience du manque dont je parlais tout à l'heure. Sur le progrès technique, on a bien sûr beaucoup de retard dans certaines dimensions, mais on n'est pas si mal. Dans beaucoup de domaines, nous sommes des leaders mondiaux, qui avec 1% de la population de la planète est assez incroyable, dans beaucoup de secteurs, et même dans des secteurs nouveaux. Prenez un secteur comme les nanotechnologies dont je parlais tout à l'heure, le centre mondial, l'incubateur numéro 1 mondial des nanotechnologies en matière de biotechnologie se trouve à Grenoble, où se trouvent les premières entreprises mondiales en nanotechnologie biologique. Et on pourrait en citer d'autres, ce n'est pas un cas unique. Et Michel en citera plusieurs tout à l'heure. Donc, et en termes d'esprit d'entreprise, ce pays est parti de loin parce que nous sommes une nation centralisée, parce que nous sommes une nation paysanne et pas une nation maritime, qui est une immense faiblesse. Hein. Les marchands sont marins, les paysans sont rentiers. En gros, c'est ça la culture de base. Les uns tirent leur fortune d'une rente foncière, les autres tirent leur fortune du commerce. C'est une grande faiblesse de la France, c'est de ne pas avoir mis en valeur assez sa dimension maritime. Mais malgré tout, ça bouge. Nous sommes une nation qui bouge, nous avons beaucoup de Français à l'étranger, nos ports commencent à bouger. Ce qui s'est passé la semaine dernière sur Marseille et Le Havre est extraordinairement révélateur de changements très, très, très importants et très, très positifs. Donc la France a tous les atouts et tous les outils pour ça. Il n'empêche qu'il est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les dangers sont gigantesques. Les dangers sont gigantesques et puisque je suis là aujourd'hui, je ne peux pas ne pas en parler et vous dire pourquoi je reste malgré tout optimiste. Je reste optimiste parce que plus les dangers sont gigantesques, plus je suis convaincu qu'on ne peut pas faire autrement que de prendre les bonnes décisions. Et que si on n'a pas pris jusqu'à présent les bonnes décisions, c'est qu'on pensait qu'on avait le temps de les prendre ou de ne pas les prendre. Au fond, ce qui se joue avec la dette publique, ce qui se joue avec l'engrenage européen dans lequel nous sommes, c'est exactement ce qui se joue avec chacun d'entre nous quand on se laisse aller. Et je disais tout à l'heure l'importance de ne pas se laisser aller. Quand on se laisse aller, on s'abandonne, on n'attache pas trop d'importance à soi-même, et puis à un moment arrive une mauvaise nouvelle. Une analyse médicale, quelque chose, chagrin sentimental. Une nouvelle. Et la première réaction face à ça, de quelqu'un qui se laisse aller, c'est « pas ça, pas moi, pas maintenant, attendons, je verrai plus tard ». Ça, c'est la réaction classique. Et c'est ça qui s'est produit, pas seulement en France, qui s'est produit en Occident depuis 20 ans. Bon, on était riches, on n'a peut-être plus les moyens d'être aussi riches, mais continuons à faire semblant et employons des mauvais moyens. J'ai dit que la mégalomanie était une qualité, mais son autre face, qui est la mythomanie, est un terrible défaut. Or, nous sommes mythomanes, au sens où, et c'est en cela que l'optimisme est très dangereux, parce que le mythomane est optimiste, sans raison de l'être. Et la mythomanie consiste à croire que tout va bien et se donner l'apparence de tout va bien. Et la dette, c'est un instrument de mythomane.
lorsqu'elle n'est pas utilisée, comme dans les entreprises, à investir ou à créer des activités génératrices de revenus. On a cru que tout allait bien en laissant augmenter la dette et en pensant que les plus-values sur les actifs étaient des substituts à la création de richesses réelles. Les plus-values sur les actifs étaient des substituts à la création de richesses réelles. C'est ça qui s'est produit, d'abord aux États-Unis, puis en Europe, puis au Japon. Puis à un moment, évidemment, on rencontre le mur de la réalité. Le mythomane, il y a un très beau proverbe arabe qui dit « si vous voulez dévoiler un menteur, conduisez-le jusqu'à sa porte ». C'est exactement ce que la réalité a fait. Elle a conduit l'Occident jusqu'à sa porte, c'est-à-dire le caractère insupportable de la dette. Et heureusement, on y est. Heureusement, on y est aux États-Unis, mais eux, ils ont encore une possibilité de rester mythomanes parce qu'ils peuvent imprimer des billets à l'infini, et donc ils vont rester mythomanes encore un moment jusqu'à le payer très cher. Le Japon a les moyens de le rester parce que comme sa population décroît, le pouvoir d'achat augmente, le pouvoir d'achat par tête augmente, et donc l'apparence va rester pendant un moment, le temps que le déclin se fait. Nous n'avons heureusement pas les moyens de ça. Parce que nous n'avons pas l'armée planétaire, nous n'avons pas la planche à billets, et notre population ne décroît pas, et donc notre pouvoir d'achat est atteint directement par la crise. Donc nous sommes forcés de réagir. Et nous avons retardé l'échéance. Collectivement, nous avons retardé l'échéance. La décision tragique qui a été prise en 2008, qui a consisté à dire « la crise, c'est pas grave, il suffit d'attendre, elle va passer, augmentons les déficits publics et on verra bien, ça suffira », c'était une décision qu'on peut qualifier d'optimiste, en disant « de toute façon, on va s'en tirer », mais qui est une décision catastrophique, qui correspond d'ailleurs très profondément à une dimension de l'optimisme qui est très dangereuse, qui est l'optimisme théologique, qui renvoie à quelque chose de très profond. L'optimisme théologique, c'est pas grave, le Messie va venir. De toute façon, c'est pas grave, le Messie va arriver. Ce qui, dans le langage américain, de la conception américaine de la société, qui est une société à la fois très théologique, mais aussi très enfantine, s'est traduit dans la version enfantine du messianisme judéo-chrétien, qui est le western. Le western, si vous pouvez le traduire, c'est la théologie judéo-chrétienne. Les cow-boys sont attaqués par les Indiens, et puis à un moment, ils vont tous mourir, on entend les trompettes de la cavalerie, et les cow-boys sont sauvés. Et il y a toujours cette idée que c'est pas grave, la cavalerie arrivera. Et c'est vrai que dans l'histoire américaine, elle est toujours arrivé. Par le progrès technique, d'une façon ou d'une autre, c'est toujours arrivé. Aujourd'hui, la seule chose qui est arrivée, c'est la cavalerie bancaire. Mais à part ça, rien d'autre n'est arrivé. Et on continue à attendre. Mais évidemment, soit on aura une solution parce que le progrès technique ou une autre solution permettra de s'en sortir, ou alors le mur de la réalité sera là. L'optimisme qui consiste à attendre un sauveur externe est extraordinairement dangereux. Il faut vivre comme si, d'où la citation que je faisais de Ben Gurion tout à l'heure, comme si le pire était vraisemblable, et que c'est face au pire qu'il faut se préparer. C'est ça l'optimiste. C'est celui qui sait qu'il doit être prêt au pire, et se donner les moyens de réagir au pire. Et réagir en avance. Se mettre en situation de réagir en avance. En quelque sorte, pratiquement souhaiter la catastrophe pour qu'elle soit une occasion de réagir. C'est ce que disait d'ailleurs un très grand poète français qui, lorsqu'il a été arrêté par les Allemands en 1942, les métaphores me viennent ainsi, c'est comme ça, a dit « Jusqu'à aujourd'hui, nous vivions dans la crainte, à partir d'aujourd'hui, nous allons vivre dans l'espoir ». C'est-à-dire, le pire était arrivé, il a été arrêté, maintenant il avait l'espoir de s'évader, de s'en tirer. Il ne s'en est pas tiré. Je pense donc que nous sommes là, exactement à ce moment-là, dans l'Europe d'aujourd'hui, en particulier en France, nous sommes à un moment où les dangers sont extrêmes. C'est vrai que la probabilité est assez forte de voir un engrenage extraordinairement négatif se mettre en place, de voir l'impossibilité pour les banques, mis à part les banques ici présentes, de maintenir leur ratio et donc de devoir réduire leur crédit. Si elles réduisent leur crédit, la croissance se réduit. Si la croissance se réduit, les recettes fiscales se réduisent, le déficit augmente, les États demandent plus d'argent, mais les banques ne peuvent plus prêter aux États parce que les bons du Trésor sont mal notés et donc elles ont une valeur très négative dans les fonds propres des banques. Et donc là, on a un engrenage terrifiant
qui a commencé en Grèce, qui continue en Espagne, qui continue en Italie, et qui peut conduire 2012 à être une année d'explosion du système financier européen et de l'euro. J'ai moi-même dit depuis très longtemps que si l'Europe n'était pas fédérale, je me suis trompé parce que j'avais écrit en 1998 dans un de mes livres, si l'Europe n'est pas fédérale en 2010, l'euro aura disparu. Je crois que ce n'est pas possible que l'euro dure si nous ne nous dotons pas d'un instrument fédéral. Et c'est là où je suis optimiste, parce que la solution existe. Elle n'est pas difficile. Vous, dans des entreprises, pour survivre, vous avez des choses beaucoup plus difficiles à faire que ce que les dirigeants européens ont à faire. Ils ont à faire 4 choses. Premièrement, laisser la Banque centrale faire son travail, qui est de racheter les bons du Trésor des banques. Et ce serait absurde qu'elle ne le fasse pas, parce que si elle ne le fait pas, elle disparaît en tant que banque centrale. On n'a jamais vu quelqu'un se suicider. Si, on a vu ça arrive. Mais c'est quand même très, très difficile d'imaginer qu'elle le fasse. Les Européens se sont parfois suicidés collectivement. Nous ne prenons pas toujours la bonne décision, même si elle est disponible. Mais ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage, c'est de réduire assez nos déficits en se surveillant les uns les autres pour que chacun est sûr que l'autre fait pareil. C'est ce qu'on appelle la souveraineté partagée. C'est ce qui se négocie la semaine prochaine. Ce n'est pas très difficile à faire, ça exige des petites modifications du traité. Alors, certains crieront à l'abandon de souveraineté. La question, c'est est-ce qu'on abandonne son souveraineté en la partageant avec ses partenaires ou est-ce qu'on l'abandonne à ses prêteurs? Le troisième étage, c'est de donner à l'Union européenne ou à l'eurozone ou à un groupe plus restreint, que les Allemands malheureusement ont appelé d'un mot maladroit qui est l'élite européenne, on aurait pu éviter cette maladresse, l'idée de dire ce groupe-là se constitue en entité, il n'a pas de dette, l'Union européenne n'a pas de dette, et il a les moyens de s'en sortir. Et à ce moment-là, il se met à emprunter et à se développer. La quatrième dimension, c'est de se donner un projet. C'est tout à fait possible. Je voudrais, avant de conclure, montrer pourquoi c'est possible à partir d'une anecdote, qui n'est pas une anecdote, mais qui est un précédent historique. Nous sommes le 26 juin 1790 à New York. 1790 à New York. La situation des États-Unis est tragique. Les 12 provinces sont endettées. Elles ont été ruinées par la guerre civile, elles se disputent, elles ne peuvent plus supporter les unes les autres. Il y a un vague gouvernement fédéral extrêmement faible, il y a un président, il s'appelle George Washington, mais il n'a pas de capitale, il n'a pas de bureau, il va de ville en ville, il y a un gouvernement qui n'a pas d'argent. Et puis nous sommes en 1790, les forces françaises sont reparties en France. Vous vous demandez pourquoi je vous raconte ça, mais vous allez comprendre tout de suite. Les forces françaises sont reparties en France pour faire la guerre dans la Révolution des deux côtés, et les faibles forces américaines n'ont plus rien, et les armées anglaises sont toujours là. Elles ont été battues, mais elles sont toujours là, elles sont au Canada, et elles commencent à redescendre. Qu'est-ce qu'on fait? Et ce soir-là, 26 juin 1790, il y a un dîner très important, très intéressant, dont on sait tout, d'ailleurs, on connaît le menu, on connaît le verbatim de la conversation, qui s'est tenu chez Jefferson, qui était à ce moment-là ministre des Affaires étrangères. Ils étaient 3 au dîner. Il y avait Jefferson, Madison, président du parti dominant, et Hamilton, qui était ministre des Finances. Washington, qui était président, était aussi à New York, où avait lieu ce dîner, mais n'était pas au dîner. Et c'est un dîner d'optimistes. Mais ils se disputent. Certains disent, attendez, non, mais il n'y a pas de solution, on va partir chacun de nos côtés, on va se battre, chaque province va se battre de son côté. L'autre dit, non, mais c'est pas possible, on va s'unir, on va se faire une armée, et on va se battre contre les Anglais. Je dis, mais attendez, faire une armée, il faut de l'argent, on n'a pas d'argent, comment vous voulez faire une armée? On n'a pas de quoi payer l'armée. Ils sortent de ce dîner, et ils ont décidé, premièrement, ils ont une capitale, dans un terrain marécageux qu'ils ont trouvé, et qu'ils nommeront du nom du vieux quand il sera mort 10 ans plus tard, c'est Washington. Ils se dotent d'un budget fédéral, ils empruntent sur le marché international et ils font des bons du Trésor. Ce soir-là sont nés les bons du Trésor américain, le gouvernement fédéral. Ils ont levé une armée avec l'argent qu'ils ont trouvé en Angleterre et en France. Ils ont gagné la guerre contre les Anglais et les États-Unis sont nés ce jour-là. Ils sont nés de la volonté optimiste de se respecter soi-même, de réaliser un rêve, de survivre. La seule question, c'est de savoir si nous avons aujourd'hui, dans vos entreprises et dans l'État, Jefferson, Madison et Hamilton. Mais ça reste à démontrer.